Villers-Cotterêts, c'est d'abord l'histoire d'une forêt, celle de Ré, aussi étendue que Paris intramuros, l'une des plus grandes de France. Le gibier y prolifère, le terrain de jeu idéal pour un souverain dont le passe-temps favori est la chasse. C'est bien ce que François Ier est venu chercher, mais pas seulement. Sous Clovis, c'est déjà une grande forêt, giboyeuse, elle est réputée. Et à l'époque, c'est aussi une ressource capitale pour les rois de France. C'est-à-dire que quand on détient cette ressource-là, pour de la construction, pour construire les châteaux, les charpentes, pour les bateaux, pour se chauffer. Voilà, il y a vraiment un besoin important, donc c'est une ressource essentielle pour se développer sur le territoire. Alors le roi bâtisseur bâtit. À la Renaissance, on dépense sans compter, on innove sur les vestiges d'un château médiéval laissé en ruine après la guerre de Cent Ans. On l'appelait alors la Malmaison. Ça a été la mission numéro 1 de ces architectes, de lui faire un lieu agréable, un lieu contemporain. Il revenait des guerres d'Italie. Il avait vu un certain nombre d'innovations d'architecture qu'il a commencé à appliquer ici. C'est-à-dire que Villers-Cotterêts a servi en même temps de test d'architecture. Un château laboratoire qui a l'énorme avantage de n'être qu'à 70 km de Paris. Et c'est toute une ville qui se déplace dans un petit bourg, des centaines de chariots et de chevaux. Le reste du temps, les châteaux de la Renaissance sont vides. Il faut donc tout meubler avant l'arrivée du roi et de sa cour. Alors en fait, il s'y plaisait beaucoup. Il ne venait pas en week-end, il ne venait pas en vacances. Il avait avec lui son chancelier, il avait avec lui ses ministres, ce qui était une façon de gouverner à la campagne. La fameuse histoire des ordonnances qu'il a signées ici en 1539, c'est un acte royal de gouvernement. L'ordonnance de Villers-Cotterêts donnera naissance plus tard à l'état civil. Mais surtout, il s'agit du plus ancien texte législatif en vigueur en France, à travers 2 articles jamais abrogés, qui font de la langue française la langue obligatoire pour tous les actes administratifs et juridiques. L'unité du royaume doit être mise en œuvre et pour ça, il faut une langue commune, donc qui remet en cause le latin, ce qui n'est pas simple, renforcer le français à travers ce qu'il y a de plus fort, les registres d'état civil, parce que quand on a état civil, eh bien on est citoyen et on fait partie du peuple, et c'est vraiment un enjeu politique très fort. Le château va vivre ensuite au rythme de ses rois successifs, de leurs envies, jusqu'à la Révolution. Il faut alors faire table rase du passé, on en fait une caserne militaire, puis au 19e siècle, on y enferme ceux et celles que l'on ne veut plus voir traîner dans les rues de Paris. Ce qui n'était pas une prison, c'était un lieu de rétention pour sortir de la vie courante et de la ville les gens qui étaient surpris en train de mendier. Car mendier était un délit. Les décrets de fondation prévoient 1000 pensionnaires, hommes et femmes. Et pendant tout le 19e, ce château a été dépôt de mendicité. Ils étaient logés, nourris, chauffés, modestement. Et ils avaient pour mission de travailler un peu dans des ateliers. Reconverti en hôpital militaire durant la guerre de 14, le château devient ensuite maison de retraite. Il accueillera jusqu'à 1800 pensionnaires, une autre ville dans la ville qui fermera ses portes en 2014.